Merci beaucoup. Maintenant, j'ai le plaisir d'introduire les derniers interlocuteurs aujourd'hui. Un grand applause pour Stéphanie Brou et Alexandre Thériault. Stéphanie et Alexandre sont des architectes. Ils ont créé leur agence qui s'appelle Bruder, Stéphanie Brou, Alexandre Thériault, en 2007. Donc le pire moment pour commencer une agence, c'est le moment de la crise économique. Et ce qui m'a toujours impressionné beaucoup de votre travail, et c'est aussi pour ça que je pense que vous êtes bien pour ce sujet de l'espoir, c'est qu'il y a un grand optimisme, un grand amour pour l'expérience et une grande beauté qui est typique pour leur travail. Maintenant, on vous écoute. Merci d'être venu. Oui, ravi d'être là. Assez impressionné, disons, par la succession des interventions. Donc, disons que la conclusion sera sans doute assez délicate pour nous à mener. Donc, on essaiera sans doute d'engager peut-être une discussion aussi avec Philippe, c'est-à-dire d'avoir peut-être une interview un peu plus dynamique que simplement une présentation. Je pense... Alors, j'imagine que très peu de personnes connaissent du moins notre pratique. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est une action qui est... Enfin, on est des praticiens, donc notre exercice, elle est plutôt rattachée à un cadre de commande, et essentiellement de commande publique. Et dans ce cadre-là, on intervient en fait dans des environnements urbains plutôt extrêmement décousu, plutôt suburbain, bien souvent, donc, et ce qu'on appelle d'ailleurs en fait paysage usagé, c'est-à-dire des territoires où plusieurs problématiques s'imposent, s'engagent, et il s'agit de retisser en fait un certain nombre de conditions, pas seulement économiques, pas seulement constructives, mais simplement sur des questions d'usage, sur des questions sociales. Donc on voit défiler présentement un des premiers projets qu'on a réalisé sur Paris, qui est un centre social et culturel dans le 20e arrondissement, donc dans un quartier qui est qui est l'un des plus populaires, qui rassemble la population la plus jeune de Paris, donc un territoire plein d'énergie. Donc l'enjeu, il est évidemment en fait, certes, de satisfaire des besoins surfaciques, donc parfois des choses qui sont extrêmement triviales et sommaires, et en même temps de produire les conditions en fait de lieux, c'est-à-dire d'espaces qui deviennent des polarités en fait pour des quartiers qui sont à la marge, mais avec une ambition collective et une envie commune. Donc la question de la communauté, la question comment l'architecture peut tout à coup produire une identité est un peu au cœur de notre pratique. Comme le disait Philippe, nous avons grandi en fait dans ce cadre de contraintes. Donc toutes nos actions, toutes nos décisions menées sont toujours subordonnées à un cadre de contraintes, et qu'il s'agit en fait de rendre compatible pour tenter de rendre le quotidien de ces institutions, souvent publiques, qui essaie en fait simplement de produire les conditions d'une vie collective. Et donc c'est sans doute un des guides importants de notre pratique. Donc les choses sont plutôt assez simples, hein. Elles sont toujours portées par des questions très pragmatiques, donc souvent corrélées en fait à des questions économiques et techniques, et comment on produit ces lieux où ces gens vont d'une manière ou d'une autre se rencontrer. Donc la question de l'espace, il est lui-même extrêmement important, c'est-à-dire comment un espace peut être une chose et en même temps être multiple, c'est-à-dire ne pas être fondamentalement conditionné par un unique usage. Et c'est ce qu'on essaie d'explorer en fait de projet en projet, à chaque fois dans des conditions extrêmement différentes et toujours extrêmement toujours, quoi qu'il en soit, très périurbaine. Voilà, donc ça c'est un des projets, disons le premier projet qu'on a pu bâtir à Paris. Et non, juste peut-être pour compléter, au-delà de la question du projet, ce qui est notre rencontre aussi
avec Philippe, elle s'est faite au travers d'un premier article, on pourrait dire un magazine d'architecture, le 2G, où avec Alexandre, finalement, dans notre pratique, on a commencé en tant qu'architecte, on a répondu à des programmes, à l'inverse, qui étaient beaucoup de programmes publics sur des compétitions. Et du coup, on a beaucoup fait, sans vraiment mettre les mots. Et c'est vrai que l'article de Philippe sur ce 2G, il nous a aussi permis de nous mettre en recul et peut-être faire le lien avec aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a grandi dans les années 80. En tout cas, par exemple, moi, j'ai grandi en ville nouvelle, où, voilà, au moment où il y avait cet état providentiel, tu en parles bien dans l'article, mais c'est vrai qu'on a grandi avec cette chance où, à un moment, on a participé à des concours publics, dont notamment le bâtiment de Saint-Blaise dans le 20e, et on a pu finalement, peut-être on pourrait dire assez bêtement, répondre à un concours, une compétition, à une question qui était donnée. Et finalement, je pense que aussi, peut-être pour ramener à la question d'aujourd'hui sur la question de l'espoir, on est assez convaincus qu'il y a la question pour nous en tant qu'architecte, praticien, qui est sur l'attitude, la façon dont on peut regarder en fait un territoire, mais surtout, comme tu disais Alexandre, nous ce qu'on aime bien, c'est un peu ces tissus qui sont complètement, on pourrait dire, qui ne sont pas tenus, en fait, tous ces tissus périphériques, c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, comment on les regarde, comment on agit avec eux, comment en fait on prend toutes les parties, même c'est les parties qui sont les plus banales et les moins glamour, et comment on joue de ce regard. Après, pour nous, cette attitude, finalement, on l'applique un peu à toutes les échelles du projet. C'est-à-dire qu'on aime bien travailler élément par élément, en associant les choses. Et ce qu'on aime bien dire, c'est un peu de mettre tout ensemble. Et que cette mise ensemble d'éléments pris indépendamment, avec une certaine autonomie, ça nous permet de réorganiser finalement l'existence et d'agir sur le contexte. Donc il y a une attitude qui est assez naïve, et ça c'est un deuxième projet qu'on a réalisé à Caen, donc à Caen il y a quelques années. C'est une histoire qui a été assez jolie parce que pour le coup là c'est une commande d'une association, une petite association qui a réussi à pousser à se payer un bâtiment de recherche scientifique, donc avec très peu d'économie, très peu de moyens. Et ça, c'est aussi un enjeu important finalement, nous, dans notre domaine, cette équation entre le désir et l'économie. Et c'est pour ça qu'on aime bien la question de la performance, la question performative, mais des matériaux, à la fois, parce que c'est comme on le voit ici, et c'est peut-être ce qui nous rapproche aussi des discussions qu'il y a eu aujourd'hui. Ce qu'on aime bien, c'est une certaine fragilité dans l'expression de nos bâtiments, dans l'expression de la matière, qui montre aussi comment on arrive à performer les matériaux et comment on arrive finalement peut-être à re-questionner la question des normes et des standards. Parce que nous, architectes, dans notre métier, on est très tenus par cette question de la norme et du standard, c'est-à-dire que dès qu'on tire une ligne, c'est un matériau qui nous est dicté, c'est une façon de l'utiliser qui nous est dictée, et c'est presque comme une recette de cuisine. Et nous, finalement, ce qu'on aime, c'est un peu pousser le plus loin possible cette recherche sur les matériaux, que ce soit notre propre découverte, quitte à prendre des risques et à trouver finalement une certaine fragilité qu'on aime beaucoup à travers les bâtiments, ou en tout cas les édifices qu'on essaie de produire. Je continue. Donc voilà, la question de la technologie, pour nous, elle est super importante. Et on aime la technologie parce qu'elle est optimiste, parce qu'elle allie trois choses: la question de l'innovation, la question de la performance
Et puis aussi cette question économique, c'est-à-dire que pour nous, la technologie, elle n'est pas comme une fin en soi, mais plutôt comme une approche ou un résultat, et qu'elle est toujours au service. En fait, ce qu'on cherche, c'est finalement une grande flexibilité de l'espace à moindre coût, une grande malléabilité de l'espace. Voilà quoi, de faire assez simple, mais c'est vrai que comme ça revient au départ, comme on est plutôt intéressé par ces espaces, ces lieux plutôt très populaires qui touchent la plus grande partie des gens finalement, qui sont aussi les enjeux de contemporanéité, où les gens ont tendance à bouger tout le temps, oui, d'avoir toujours cette idée de mouvement. Ce qu'on recherche, c'est cette malléabilité de l'espace. Flexibilité, non. On disait qu'on va être flexible et traduire ça dans une conversation. Merci beaucoup pour nous avoir introduits. Vous êtes les deux aussi éducateurs, vous enseignez les deux. Stéphanie, tu es professeure à l'UDK à Berlin. Alex est collègue de moi à l'ETH à Zurich. Enfin, on devrait être maintenant dans une réunion, mais on a une bonne excuse. 2-3 mots sur le rôle de l'espoir dans l'éducation. Moi, je peux parler pour moi. L'espoir, non, c'est encore pour moi aussi une question peut-être d'attitude, déjà d'être en proximité, toujours en relation avec cette jeunesse est assez espérant. Pardon. Non, pour moi, c'est plutôt comment on arrive à pousser finalement les étudiants à toujours se questionner. On n'est pas, je pense, dans une question dogmatique de savoir. Je pense qu'on sait peut-être moins qu'eux ou autant qu'eux. Mais voilà, c'est aussi de leur faire confiance, leur donner, leur mettre en tête que finalement, les architectes qu'on est maintenant seront totalement différents, ou en tout cas dans un autre chemin que ce qui seront eux. Et qu'on n'a pas forcément la réponse, mais qu'on peut leur donner les moyens, en tout cas, de se poser des questions par rapport à ça. Non, ce qui est intéressant, je pense que je pense que les règles du jeu ont aussi un peu évolué en fait en termes de. On a transmis pendant longtemps en fait un savoir ou une connaissance, et je pense qu'aujourd'hui on partage plutôt d'essayer de redéfinir les enjeux et finalement les questions. Et je pense que plus le temps passe et plus on enseigne ce que l'on ne sait pas en fait. Donc c'est une question qui est assez centrale. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie envie, volonté de re-questionner la façon de transformer le monde chez les étudiants. Et je pense que c'est ce qu'on supporte au sens on essaie d'aider à faire émerger en fait et ses pensées et ses modalités d'action, parce que je pense que l'ambition, et en tout cas c'est la chose qu'on a pu apprendre, c'est l'action et d'élaborer en fait des stratégies de transformation, qu'elles soient celles d'un territoire, d'un espace, ou plus basiquement en fait de l'environnement. Et je pense qu'il est assez crucial. Donc je pense qu'il y a plein de... Après, c'est pas un espoir passif. Je pense qu'on ne peut croire enfin, s'il y a espoir, c'est plutôt une certaine enthousiasme à croire à la fois en cette jeunesse et en sa capacité à re-questionner en tout cas le monde dans lequel on vit, qui est quand même la question cruciale. Donc quelle réponse à toutes ces questions? Déjà essayer de définir en fait les bonnes questions, mais en tout cas il y a beaucoup d'espérance ou d'espoir. Une question qui est peut-être déjà qui vise vers la dernière question, avant qu'on peut-être peut ouvrir encore la discussion dans la salle. Vous commencez donc 2007-2008 dans cette phase de crise économique qui n'a jamais vraiment terminé, cette crise. Et ça aussi a des implications sur la façon dont nous regardons le profil de l'architecte, la profession de l'architecture. On pourrait dire que ce système de stars
architecture qui a quand même dominé la discussion, aussi la discussion dans Engadine Art Talks pendant longtemps. La personnalisation d'architecture s'arrête. Et ma question que je pose aussi à des autres collègues, est-ce que nous sommes dans une phase qui vise vers le collectif ou est-ce que nous sommes dans une phase post-star ou où est-ce que nous nous trouvons et où est-ce que nous allons? Je ne sais pas où nous allons. La réponse, elle est difficile. Je ne pense pas que je sais que, ouais, effectivement, la crise, pour nous, ça a été 2008, ça a commencé par la crise. On peut dire qu'elle dure longtemps, mais elle a quand même beaucoup changé. Je pense qu'en 2008, la question économique, elle est arrivée sur la table et on pouvait dire qu'elle était quand même vecteur de projet. Alors que là, c'est la crise, mais aussi la question finalement de cette question économique. J'ai le sentiment qu'elle est devenue une sorte d'argument, de mauvais arguments. En fait, c'est aussi parce que il y a quand même un changement dans qui est décisionnaire, comment se développent les projets. Donc voilà, tout ce contexte, nous on peut voir là, entre le début de l'agence en 2008 et puis maintenant, il a énormément évolué, aussi lié à la crise économique, mais à tout ce qui tourne autour par rapport à ce contexte de la commande. Donc je ne sais pas si c'est le collectif, je ne sais pas si en collectif on s'en sort mieux ou pas. Oui, peut-être que l'Archistar, c'est pour ça qu'au début je parlais de l'attitude de l'architecte. Je pense que c'est dans l'attitude des architectes en fait, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on défend tous ensemble, qu'on peut trouver plus un espoir en fait, qu'on soit en collectif ou pas. Après, je pense qu'il y a des contextes très différents d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que le contexte français a profondément évolué entre le moment où on a commencé aujourd'hui et de fait la commande elle-même s'est totalement métamorphosée. On parlait en fait, Stéphanie parlait tout à l'heure de l'État-providence et celui-ci s'est quelque peu dégradé au profit vraisemblablement d'une commande privée qui fait de l'architecture un sujet business. Donc forcément, ça modifie en fait les équations et les mécaniques d'élaboration d'un projet. Donc aujourd'hui, en fait, le marché il est profondément dominé par la promotion immobilière qui a vocation à produire une économie avant de produire une architecture ou résoudre des problématiques sociaux ou autres. Basiquement, ou peut-être caricaturalement, mais c'est pas très grave. Mais néanmoins, il est évident qu'aujourd'hui, les questionnements qu'on partage tous, et de façon sans doute différente, nous obligent à trouver d'autres stratégies d'action, donc de transformer notre environnement autrement, et donc à s'organiser autrement. Donc c'est pas, je ne ferai pas de parallèle avec une attitude combative, mais néanmoins de stratégie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'organisation en groupe pose la question de comment on s'organise pour transformer les choses quand on n'a plus forcément les moyens de le faire. Quand on n'est plus décisionnaire, si notre pouvoir se réduit à choisir une couleur ou un matériau, on est mal parti. Donc, je pense que la question du groupe réengage en fait cette question des modalités ou des moyens de transformation. Donc le temps nous dira si effectivement le groupe sera la solution ou une solution. Ce qui est sûr, c'est que le monde étant quand même très polymorphe, je pense qu'aujourd'hui les organisations tentent de répondre à cette polymorphie. Et donc, c'est des groupes, c'est aussi des façons d'agir sur le territoire, sur l'espace public, de façon très diverse. Donc, je pense que ce qui est très enthousiasmant, et on le voit, et tu le vois sans doute tous les jours, c'est de voir que tout à coup, l'architecture, c'est pas seulement des poteaux, des colonnes, des questions de façade. En fait, c'est d'autres modes d'action dans l'espace. Parfois, c'est peut-être organiser un dîner. Donc, c'est ces questions de comment on fait société ou comment on fait communauté. Et
bizarrement, oui, je pense que donc ça nous réinterroge. C'est est-ce que faire un dîner pour 300 personnes, c'est faire de l'architecture? Je pense que ça l'est, et donc c'est ce que nous pose aussi cette jeune génération, c'est de réinterroger en fait les modes d'action, comment on ne subit pas la chose, mais si on n'attend si on n'est que dans l'espoir, j'ai peur qu'on n'aille pas très loin. Et donc, la seule levier, c'est d'être probablement dans l'action-réaction ou dans la réaction-action. Dernière question. Vous parlez de la relation avec la technologie, l'administration, la politique, l'économie, le social. Où est le rôle de l'art dans votre travail? Non, mais je pense que c'est vrai que nous, l'architecture, en fait, on est un peu à la limite entre, j'ai l'impression, l'analytique, le sensitif, le scientifique, l'art. Mais je rebondis là-dessus parce que, par exemple, toi, Alexandre, à l'école, tu travailles souvent avec des artistes qui interviennent dans le studio. Et c'est vrai que la question, elle est là. La limite, elle est où? On est quand même convaincus que nous, on est dans quelque chose peut-être aussi performantiel, encore une fois dans l'attitude. C'est comment on arrive à convaincre sur une histoire, que tout est message. Donc je pourrais dire, en tout cas pour moi, la proximité elle pourrait être aussi dans cette attitude qu'on peut avoir aussi à travers l'enseignement. Et non, ce que je peux juste dire, c'est que je pense ce qui nous intéresse, c'est pas tant l'architecture pour l'architecture que tout ce qui, la capacité de cette discipline à agréger en fait tout, et dont l'art, dont la science, dont les sciences. Et je pense que c'est ce qu'on essaie d'entretenir comme rapport. Que ce soit entre... c'est juste de réinterroger finalement quel est notre champ en fait. Et que notre champ, il n'y a que nous qui... on est à nous d'en décider en fait, au fond, de dire est-ce qu'on a envie de parler que de ça ou est-ce qu'on a envie de parler de tout. Et donc je pense que c'est ce rapport, c'est à la fois le rapport entre la pièce et le monde, et que c'est ça qui est, quoi qu'il en soit, assez passionnant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'art... Et parmi, en fait, jamais on n'est pas artiste. On s'intéresse aux méthodologies, à la pensée, et on essaie d'apprendre de cette discipline, mais en même temps, tout est exploitable, tout est matière à réflexion, du plus trash au plus lumineux. Donc, je pense que, et c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, dans ce moment d'enseignement, c'est qu'on re-questionne collectivement la discipline, les disciplines et nécessairement en fait leur relation, en aboutissant quand même à une non-hiérarchie des disciplines les unes avec les autres. Et donc on explore, je pense, c'est ça qui est assez beau dans l'académie en fait. Donc du moins c'est la responsabilité qu'on s'est senti devoir porter. Merci beaucoup. On n'a pas pu faire cette réunion au Centre Pompidou, mais on a quand même des images, des travaux qui continuent l'impulsion de ce centre et de beaucoup d'idées des années 70. Alors encore une fois, félicitations pour votre travail et un grand applause pour Stéphanie et Alexandre. Avec ça, j'ai le plaisir de... vous pouvez rester ici, oui. Le plaisir de conclure notre séance. Merci. La question obligatoire. C'est toujours Thomas Bechtler qui pose la première question. Quel est le rôle de la catégorie sustainability? Je manque un peu des mots concernant le sustainability. Et si vous appliquez des réflexions sur sustainability, ça se montre comment? Nous,
On a fait un petit livre qui s'appelle Hyper Confort, où on essayait de se poser justement ces questions à travers finalement notre pratique sur toutes ces questions environnementales, etc., qui nous touchent beaucoup, mais en tant que citoyens aussi. C'est vrai que tout à l'heure je parlais de la norme et du standard, du confort et du conformisme. En fait, c'est ça qui nous intéresse, nous, à travers notre pratique. C'est comment on réinterroge les standards. C'est pour ça qu'on parlait de ces assemblages de matériaux, où c'est à travers ça, en fait, où on est assez convaincu qu'on peut agir, comment on met le moins de matière possible. La question, par exemple, avec les étudiants, en ce moment, le studio, c'est sur l'air. Donc tout ça, c'est très abstrait, mais l'air, c'est pas que faire des bulles, c'est la question de tous les fluides, les mouvements des bâtiments, la question du contrôle, la question du trash, voilà, dans les ventilations. Donc, ouais, pour nous, ça fait partie de nous, de notre pratique, de toutes nos interrogations. Après, on n'était pas. Ce qu'on n'aime pas trop, c'est que quand on parle de sustainable, c'est qu'on nous dise pour être sustainable, c'est tel matériau. En fait, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la performance à atteindre, mais pas l'outil pour y arriver. Donc voilà, c'est plutôt notre approche qu'on aime bien pour le moment. Je ne sais pas si c'est pour compléter, mais tout ça est quand même fondamentalement lié aussi à des contextes. Et nous, le contexte auquel peut-être on s'est intéressé un peu plus, c'est le contexte social, qui est lui-même une urgence. C'est une autre, elle n'est pas plus importante, hein, mais bien souvent, il est assez délicat ou difficile de conjuguer des urgences. Parfois pour des raisons trivialement économiques, mais notre angle, il a été celui-ci parce que la demande, elle était celle-là. Hein. Nous, on est l'expression d'une certaine organisation du monde ou de la commande qui est en fait liée à un territoire qui est en l'occurrence le territoire de la France. Donc il y a une certaine organisation. Ça ne dit pas que l'un est plus important, en fait. C'est simplement, en fait, les choses sont parfois un peu plus complexes à faire les deux. C'est parfois compliqué dans les environnements dans lesquels on intervient. Mais néanmoins, on a en fait ce travail prospectif sur. Effectivement, ça ne nous intéresse pas de dire. Enfin, que le bois est intéressant, mais nos premiers projets étaient sur des matériaux beaucoup plus durables, entre guillemets, sauf que l'économie ne nous a jamais permis de les aboutir. Donc la question du béton, qui peut être un débat, ou en tout cas nous dire ah mais vous c'est le béton et nous on n'est pas absolument, on n'a aucun intérêt particulier au béton, ce n'est que l'expression d'une organisation économique du marché français. Et c'est pas pour dire qu'on ne le choisit pas, c'est qu'on fait avec ce qu'on a et on essaie de transformer le monde avec les moyens dont on dispose. Et si on peut aller plus loin, comme le disait Stéphanie, en fait, de dépasser en fait, d'être dans le champ performatif, c'est ça qui nous intéresse. Donc on a ces préoccupations, mais tout dépend évidemment en fait du cadre dans lequel on intervient. Vous avez un bâtiment en bois ? On a en ce moment des bâtiments en chaux-chanvre, on a des bâtiments en bois. Mais là, ouais. Là, c'est pas de dire en bois, parce que du bois, il y en a plein. On peut aller se promener à Paris, voir des bâtiments en bois qui ne sont pas forcément très environnementaux. Voilà, quoi. Ça peut être une vêture, ça peut être plein de choses avec Non, je pense que le débat, il est vraiment très large et hyper intéressant. Mais c'est pour ça, pour nous, c'est un tout, en fait. On peut mettre du bois avec, par exemple, du double flux qui n'est pas forcément plus vertueux. C'est pour ça, ce qui nous intéresse, c'est les dispositifs. En fait, on aime bien la question du low-tech, dans un certain sens, c'est-à-dire le low-tech, mais comme dans les années 90 avec la musique un peu lo-fi, où ils faisaient avec les moyens du bord, mais ils arrivaient à finalement contrer
les manques par rapport au recording. Mais oui, je pense que nous, c'est comment on est dans cet équilibre. On a de toute façon, on a des objectifs, des labels à atteindre. Et après, c'est par quels moyens on y arrive. Où est-ce qu'on met notre stratégie, quoi. Tout ça, c'est pour ça que je disais l'architecture, c'est aussi très scientifique et qu'il ne faut pas qu'on perde ce champ du côté scientifique. Voilà, c'est essentiel. La question de l'ingénierie aussi avec nos partenaires, parce que nous, architectes, on n'est pas tout seuls. Et cette question du partenariat avec des ingénieurs qui arrivent à aussi questionner tout ça, c'est ce qui fait le tout. Mais il y a la question de la matérialité, il y a la question de la technique, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Nous, on a, oui, déjà quand on a commencé, on a fait des petits projets qui étaient de la rénovation, mais on a aussi fait un bâtiment dans le 14e, qui est un bâtiment de grande hauteur, où en fait on a gardé toute la structure telle qu'il l'était, et on l'a juste recouvert d'une simple peau. Donc ça, c'était il y a, je ne sais plus quand, il y a quelques temps, avant qu'on parle vraiment réhabilitation. Mais je pense que c'est pareil, on n'avait pas forcément mis les mots dessus. Mais oui, de toute façon, tous les projets, ça fait partie de notre quotidien, en fait. Non, et même en logement social, on a transformé des bars, enfin une en l'occurrence à côté de Bordeaux. Donc comment on transforme un patrimoine des années 60 parfois constitué d'une série en fait de refends. Donc je pense que la question elle est là depuis une dizaine d'années en fait. Le premier projet qu'on ait gagné, qui est en l'occurrence ce projet de logements sociaux, une barre à transformer, à épaissir, en fait, elle date de 2013 et elle a été livrée il y a quelques années. Aujourd'hui, on a un projet à Bâle qui est la transformation de Naoantor. Et donc du coup, c'était comment on conserve et comment on amplifie en fait une chose existante. Ça fait partie en fait aujourd'hui des grandes, enfin des sujets de débat. Est-ce qu'il faut aller au point de se dire est-il utile de construire des choses nouvelles? Donc ça fait partie des questions qu'on doit quotidiennement se poser. Naoantor, qui est en fait ce bâtiment à côté de la gare, la Poste voulait le supprimer, mais parce que sa décision avait été prise avant Covid et que de nouvelles questions sont apparues entre-temps. Des gens se sont positionnés sur, comme Barbara Bowser ou d'autres, à dire oui, est-il pertinent de démolir une chose qui existe? Donc comment on considère le déjà là comme ayant une valeur? Voilà. Mais ça fait partie, je pense. Mais c'est un territoire commun. Bravo. Grand merci à Stéphanie et Alexandre. Grand merci à vous, les invités, d'être ici.